Tout de suite. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors on parle du mur, du jeudi noir le 5 décembre avec des transports paralysés, avec des grèves dans les écoles, avec 300 manifestations en France. Votre sentiment, c'est encore possible de sauver la réforme de retraite ? Je crois qu'il faut surtout sauver notre système et notre modèle. Et notre modèle, c'est un modèle par répartition qui fait qu'on a une solidarité entre les générations. Et c'est ça qu'on veut sauver. Mais ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Simplement, c'est les réformes que dans les Français. Tout le monde est d'accord, sauf que personne ne dit, à part nous, comment il faudrait faire pour permettre que ce système puisse perdurer. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est-à-dire que celles et ceux qui aujourd'hui contestent la réforme ne proposent pas de modèle alternatif. Qu'est-ce qu'ils voudraient? Un modèle par capitalisation, comme ça existe ailleurs? C'est pas notre modèle. C'est pas notre modèle de solidarité. Ils disent qu'il n'y a pas besoin d'une réforme. Mais il y a besoin d'une réforme tout simplement parce qu'il y a besoin de continuer à financer un modèle, encore une fois, qui est basé sur la solidarité entre les générations et où on sait qu'il va y avoir de moins en moins d'actifs par rapport à ceux qui sont à la retraite. Et donc il va bien falloir trouver des leviers pour continuer à financer cette générosité-là et cette solidarité-là. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de régimes spéciaux, on le sait, qui coûtent aujourd'hui 6 milliards d'euros à la nation, donc aux Français. Et il s'agit bien aussi de pouvoir les réformer pour que ce soit plus juste, plus équitable entre les Français. Alors, il y a que la CFDT qui soutient le principe de votre réforme, d'un régime universel par points. Mais Laurent Berger, il critique vivement la méthode, la manière dont le gouvernement le conduit. Il dit que le gouvernement tergiverse, qu'il ne dévoile pas le contenu de sa réforme. Il y aurait un problème de méthode. Vous le reconnaissez ? Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'en permanence, on nous accuse sur ce problème de méthode. D'abord, on nous disait trop autoritaire, pas assez dans le dialogue social notamment, et peut-être que c'était vrai qu'on n'a pas été suffisamment dans le dialogue social. Là, ce qu'on a dit, ce que le président de la République, le Premier ministre, Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye ont dit de manière très claire, c'est qu'il y a des principes que vous avez rappelés. Ce sera un système universel, c'est-à-dire le même système pour tout le monde. On supprime donc les 42 régimes existants. On garde un système par répartition. Ce sera par points pour que ce soit plus lisible, pour qu'on sache enfin... Pourquoi ne pas donner le texte de la réforme? Mais tout simplement parce qu'il y a des principes que je viens de vous énoncer qui sont très clairs. Le fait aussi qu'il y aura un minimum garanti de 1 000 € par mois pour tous les Français. Ça concerne notamment nos agriculteurs qui sont loin en général des 1 000 € de retraite par mois et qui vont être clairement gagnants dans cette réforme. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont encore en discussion, en négociation dans le dialogue social. C'est notamment la question de la date d'entrée dans la réforme. À partir de quelle année on bascule pour entrer dans cette réforme. Et c'est ça qui fait l'objet de la négociation. On aurait pu tout définir, et si on avait tout défini, il n'y aurait pas eu de dialogue social, il n'y aurait pas eu de négociation. On aurait dit, voilà, le texte est là, il va être soumis au Parlement, et tout le monde se tait. Et nous, on a dit, on pose des principes, et sur les paramètres, on va ajuster ensemble avec les partenaires sociaux. Alors, vous parlez de la retraite minimum de 1 000 €, mais vous savez quel est le sentiment des Français dans les sondages? C'est qu'on va tous y perdre. C'est ce que dit François Méril, le président de la CFE-CGC. Vous savez, moi je pense surtout aux gens qui sont dans ma génération, qui disent de toute façon aujourd'hui, on n'aura pas de retraite. C'est ça qui se passe. Les gens qui aujourd'hui entrent dans la vie active entre 20 et 35, 40 ans se disent de toute façon, j'ai intérêt à trouver un autre système, un autre moyen, parce que cette retraite, j'aurais permis à ceux qui y sont de pouvoir en bénéficier, mais moi, j'en aurais pas. Donc il y a un problème de confiance dans le système. Les Français ne croient plus que ce soit possible. Donc ça prouve bien justement qu'il faut transformer profondément ce système, qu'on ne peut plus faire comme il y a quelques années, où on changeait juste un paramètre. On disait, bon, on va reculer l'âge de départ à la retraite, ça c'était plutôt si on est dans un gouvernement de droite, ou on va allonger la durée de cotisation, ça c'était plutôt si on était dans un gouvernement de gauche. On dit en fait, ça suffit pas. Et d'ailleurs, on a bien vu, ça n'a pas suffi, puisqu'on est aujourd'hui dans l'obligation, dans la responsabilité de devoir profondément le transformer. Alors j'entends vos arguments, mais si vraiment le pays est bloqué à partir donc de demain, si ça continue des jours, des semaines, etc., il va bien falloir que vous abandonniez la réforme. Alors, déjà, je ne sais pas comment sera l'état du pays dans quelques jours. Ce que je sais, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait de la responsabilité de part et d'autre. De la responsabilité de la part du gouvernement, du Parlement, sur encore une fois l'affirmation de principes sur lesquels on a reçu un mandat. Moi, en tant que députée, j'ai été élue. Je me suis engagée sur le fait de faire cette transformation. J'ai reçu un mandat des Français et je veux aller... Mais je veux la faire pas pour me faire plaisir, je veux la faire parce que sinon les gens de ma génération n'auront pas de système de retraite. Parce que sinon je ne sais pas garantir dans 10 ans ou dans 15 ans que nous pourrons maintenir un système par répartition, que ceux qui sont à la retraite pourront continuer à toucher leur pension de retraite comme il se doit, comme il leur est dû. Et donc c'est ça l'enjeu. Donc vous Moi j'espère
qu'il y aura aussi de la responsabilité de la part de l'ensemble des partenaires sociaux qui ont l'opportunité de dialoguer justement avec nous pour définir ensemble la finalité de cette réforme. Alors, la vie politique continue, les projets de loi aussi à l'Assemblée, avec notamment le projet de loi audiovisuel, avec donc une holding pour le service public, avec des obligations pour les plateformes, avec la suppression de France 4, d'ailleurs on se demande un peu pourquoi. Pourquoi cette réforme? C'était vraiment indispensable? C'était vraiment indispensable parce que vous avez bien vu que les usages ont complètement changé. On ne regarde plus la télévision, on n'écoute plus la radio, on ne va plus au cinéma exactement comme avant. Mais ça fait partie de notre quotidien. Écoutez la radio, ça rythme votre journée. Regardez la télévision, le cinéma, la musique, la création, ça fait partie de notre quotidien. Ça permet aussi parfois de nous échapper de notre quotidien. Et l'enjeu juste de cette réforme, c'est ça. C'est comment on garantit aux Français que la création, elle sera toujours faite en France, comme on souhaite qu'elle soit faite, c'est-à-dire en respectant les créateurs, en respectant les auteurs, en faisant en sorte que des plateformes qui sont très connues, très célèbres, très aimées, participent et jouent le jeu aussi pour cette création. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est ce qui fait partie de votre quotidien, on doit pouvoir continuer à faire partie de votre quotidien tout en respectant ceux qui créent. L'Assemblée nationale a adopté hier une proposition de résolution de La République En Marche qui élargit l'antisémitisme à l'antisionisme. Alors ça déclenche une vive polémique. Il y a 127 intellectuels juifs qui critiquent ce texte. Ils rappellent que de nombreuses victimes de l'Holocauste n'étaient pas pour le sionisme, étaient même antisionistes. Et puis ils disent que ça risque d'interdire toute critique de l'État d'Israël. Vous savez, vous pouvez inviter n'importe qui sur votre plateau qui aura toute liberté de critiquer le gouvernement israélien, de critiquer la politique de l'État d'Israël. Sauf que si le gouvernement israélien dit on le fait au nom du sionisme... Non. Toute liberté d'expression sur la capacité que vous avez à critiquer la politique qui est menée par l'État d'Israël. La grande différence, c'est qu'on considère que dans notre pays, malheureusement, l'antisémitisme persiste et que l'antisémitisme continue à tuer. Qu'il y a une surreprésentation d'ailleurs dans les crimes et délits racistes et des crimes antisémites. On a participé il y a quelque temps à une marche pour Mireille Knoll qui a été assassinée parce qu'elle était juive. Donc ça existe encore dans notre pays, et un certain nombre de personnes aujourd'hui, pour être mieux antisémites, se cachent derrière l'antisionisme. Quand Alain Finkielkraut se fait interpeller dans la rue et qu'on le traite de sale sioniste, rentre chez toi à Tel Aviv, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne veut pas critiquer l'État d'Israël, on veut cibler Alain Finkielkraut parce qu'il est juif. Et ça, c'est intolérable. Et donc, ça veut dire que malheureusement, face à ces formes renouvelées d'antisémitisme, on doit faire front, on doit faire bloc et on doit pouvoir mieux les condamner. Alors, il y a les vives tensions en ce moment même au sommet de l'OTAN entre Trump et Macron. Alors, Macron qui a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, qui veut taxer les GAFA. Résultat, Trump dit nous aussi, on va mettre des taxes sur les produits français. Il n'est pas un peu en difficulté quand même, Emmanuel Macron ? Je ne vois pas où est la difficulté quand justement on a tous les pays, tout le monde contre lui, en tout cas le président américain. Non, sur les taxes sur le numérique, les taxes sur les GAFA. Parce qu'à un moment, il est quand même normal que des GAFA, c'est-à-dire des Google, Facebook, Amazon, participent aussi au financement dans les pays dans lesquels ils opèrent. Ce n'est pas normal qu'il y ait une fiscalité sur nos TPE et nos PME et qu'il n'y ait pas une fiscalité pour celles et ceux qui aujourd'hui s'enrichissent grâce aux Français. Les exportations françaises qui sont taxées, on ne va pas y gagner. Et c'est l'ensemble des pays de l'OCDE, donc ce n'est pas la France toute seule avec ses petits bras, c'est par contre la France qui a convaincu les pays de l'OCDE d'avancer sur une taxe dédiée sur les GAFA et le numérique. Que le président américain, qui est empêtré dans des affaires, qui est en pleine campagne pour sa réélection, essaye sur le dos de la France et sur le dos des entreprises françaises d'affirmer une forme de protectionnisme américain, c'est sa manière de faire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en capacité de le contester, et ça ne se passe pas aussi comme ça. Les règles internationales font que vous ne pouvez pas non plus avoir la capacité à changer complètement des règles tarifaires, des règles douanières, hors du respect de règles internationales. Donc que Trump s'agite beaucoup sur le sujet, ce n'est pas la première fois, peut-être que nous aurons droit à un tweet sur le sujet, mais à un moment, ce n'est pas comme ça qu'on doit mener une politique commerciale. Et moi, ce que je sais, c'est qu'on doit soutenir nos entreprises françaises qui veulent continuer et qui continuent à exporter, mais qu'on doit aussi, à un moment, faire en sorte que des géants contribuent aussi à l'économie. La COP25 actuellement à Madrid, alors qu'on a battu encore l'an dernier des records d'émissions de gaz à effet de serre, des records de chaleur, de température. Hier, aux questions au gouvernement, il y a le député député républicain Jean-Charles Taugourdeau qui a dit, je le cite, « Le prétendu réchauffement climatique est le nouveau truc à la mode pour pomper notre fric ». C'est quand même assez sidérant, je trouve ça
inquiétant. Vous voyez que certains partis politiques français se trumpisent, c'est-à-dire venir remettre en cause ce qu'est le réchauffement climatique, ce qu'est plus généralement le dérèglement climatique, c'est-à-dire notre capacité à continuer à un moment à perdurer, est gravissime. Penser que le gouvernement ment sur la réalité du dérèglement climatique est constaté par tous les scientifiques pour mieux taxer les Français. Enfin, c'est sidérant. J'espère que son parti se désolidarisera d'ailleurs des propos qu'il a pu tenir. Et surtout, je pense que les Français, eux, sont bien conscients du dérèglement climatique qui est en cours et sont en train profondément aussi de changer leurs habitudes de consommation. Nos entreprises sont en train de changer leur mode de production parce qu'on sait bien qu'on n'a pas le choix et qu'on doit changer la donne si on veut justement pouvoir lutter contre ce dérèglement. Patrick Balkany est en prison pour fraude fiscale et blanchiment et il annonce qu'il veut se représenter pour un 7e mandat. Vous en pensez quoi ? Je pense que la décence et Patrick Balkany ne vont pas bien ensemble depuis de très nombreuses années. Et là, le fait qu'il puisse, depuis sa prison, dire qu'il sera à nouveau candidat à sa réélection, je pense que ça sidère l'ensemble des Français et que ça déshonore ce qu'est la politique. Les élus, les parlementaires, les élus locaux ne sont pas des Patrick Balkany. Ils travaillent dans l'intérêt général des habitants, des concitoyens, de leur commune, avec des convictions qui sont les leurs. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on puisse être apparenté à ça quand on en vient à de telles dérives. Et ça, c'est intolérable. Allez, une proposition de loi des Républicains, justement. Ils reprennent une idée de Valérie Pécresse. Ils veulent détecter les candidats radicalisés islamistes aux élections, notamment aux élections municipales. Et cela en s'appuyant en faisant les croisements avec les fichiers de signalement de radicalisation. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous êtes prêt à la voter? Je crois que c'est malheureusement une idée qui est absolument irréaliste. Vous savez, il y a beaucoup d'idées qui fleurissent comme ça à l'approche des élections municipales. Sauf qu'on a 33 000 communes dans notre pays. On va avoir donc des centaines de milliers de listes qui vont pouvoir se présenter. Donc j'ai du mal à voir et à comprendre vraiment comment on pourra avoir de la détection, sur quels critères elle s'établira, comment on déterminera. Oui, mais vous savez qu'il y a toujours eu une grande confusion, notamment des Républicains, sur les fichiers. C'est pas parce que vous êtes fiché S que vous êtes un radicalisé ou que vous allez passer à l'acte. Et essayer d'entretenir ce flou, c'est créer de la confusion, c'est créer de la peur, et c'est pas comme ça qu'on se bat. On doit se battre pied à pied contre le communautarisme, contre la radicalisation. Et ça passe par le fait d'avoir nous-mêmes des candidats qui sont extrêmement clairs sur nos valeurs et sur la République, le fait de le réaffirmer. Et par exemple, vous voyez, ce qu'on a fait hier en votant cette résolution sur la lutte contre l'antisémitisme, c'est justement se battre pour la République.